Allez, on y est enfin sur ce 1290. Depuis octobre, on le voit, nous, on a eu la chance, l'énorme privilège de le voir grâce à KTM France, KTM Monde, le Moto Hall. Voilà, on l'a eu avec 2-3 potes en Autriche directement au Moto Hall. Mais on est enfin dessus, sur route, à pouvoir l'essayer. Et franchement, c'est du bonheur. Il y a beaucoup de choses à dire puisqu'elle a été énormément remaniée. On fait le point juste après l'intro. C'est parti. Donc nous voilà sur le monstre, sur The Beast, et clairement il n'a pas volé son nom. Ce 1290 est absolument monstrueux et il surclasse pour moi vraiment le V1 ou le V2. Je parle pas pour l'instant encore d'esthétique, je parle vraiment d'efficacité et de ressenti, en tout cas à bord, sur les quelques kilomètres que j'ai fait. J'ai pu actuellement rouler une 50aine de bornes avec. Franchement, il surclasse de loin les deux versions précédentes, alors qu'il est d'origine, alors qu'il n'y a pas de map, qu'il n'y a pas de ligne complète et ainsi de suite. Mais en termes d'efficacité, de ressenti à bord, il est extrêmement, il met extrêmement en confiance et il est extrêmement bien fini. Ce 1290, il faut savoir que en gros il a changé à 90%. Reste d'origine, entre guillemets, presque que le bloc LC8 qui pourtant a été remanié également. Je vais partir du moteur et je vais parler après de tout ce qu'il y a autour. Le 1290 qui a été remanié, réalisé, ainsi de suite. Il y a eu pas mal de changements relativement mineurs entre guillemets, mais qui font que du V2 qui sortait 177 chevaux on passe donc au V3 qui en sort 180 à nouveau, comme le V1 à l'époque, avec toujours 14 kg de couple. C'est franchement monstrueux. Et c'est le roadster donc sur le marché qui sort le plus gros couple à l'heure actuelle. Il y en a des voitures, des motos pardon, plus puissantes, mais à l'heure actuelle avec ses 180 chevaux et ses 14 kg de couple, c'est la moto qui l'arrache le plus les bras en fait, clairement. Ensuite, ce moteur a gagné également 1 kg. En fait, tout le travail de KTM, ce qu'ils ont fait, c'est réussir à gagner 1 kg sur le bloc moteur. Et globalement, de façon générale, sur la moto, sachez qu'elle sortait en gros à 195 kg à sec, à 189 kg à sec à l'heure actuelle. Donc avant, pour pouvoir gagner ces kilos là, il fallait enlever en gros kata, ligne d'origine et quelques accessoires superflus. Maintenant, de base, elle est déjà plus légère que l'ancienne, ou en tout cas aussi légère qu'un V2 mis un peu à poil. Donc c'est franchement vraiment énorme. De là, évidemment, on va encore pouvoir gagner du poids puisqu'on va également enlever tous les accessoires superflus. Donc on arrivera encore à gagner en fait en poids et donc en rapport poids-puissance. Alors que franchement, c'était pas vraiment nécessaire. Vous voyez qu'elle marche toujours aussi bien. J'ai même pas tapé dedans véritablement, mais elle est dingue, elle est incroyable. Franchement, je sais pas, je suis vraiment, il y a tellement de choses à dire. J'ai pas envie d'en faire des caisses, de hurler, etc. Mais franchement, déjà, allez l'essayer. Même si vous avez un doute sur l'esthétique, et j'avoue, j'étais le premier quand j'ai vu les premières photos du 1290, du prototype et des différentes photos un peu volées qui ont été mises en ligne un peu partout à droite à gauche cet hiver. J'étais le premier à dire mais putain elle est à gerber, jamais je voudrais monter dessus, même pas l'essayer. Ils l'ont sorti, je l'ai vu au Moto Hall, il y a eu le prototype, j'ai vu la version finale. Franchement je me suis dit aïe aïe aïe, elle commence, en fait ils ont bien rattrapé le tir par rapport à ce qu'ils ont montré, c'est cachotier, c'est normal, c'était un peu le but du jeu aussi, de pas trop en dévoiler trop tôt. Et ils ont sorti la version finale et franchement, et ben ce cadre au début je n'aimais pas du tout, et ben je m'y suis complètement fait, j'adore. On va rester tranquille derrière pour pouvoir parler. Il y a le shifter qui est toujours un peu musclé lui d'ailleurs, il a été amélioré, la boîte de vitesse a été améliorée aussi, mais globalement le shifter est encore un peu violent mais il fait mieux le taf qu'avant. Ensuite donc je disais, voilà, esthétiquement j'ai vraiment eu beaucoup de mal au départ. Il y a plein de petites choses qui ont changé et des choses beaucoup plus importantes, mais globalement tout n'allait que dans un seul sens, c'était améliorer la qualité perçue et le ressenti et la conduite à bord tout simplement, et la performance pure. Certains disent, les journalistes pas mal ont dit qu'elle était vraiment plus axée circuit. Déjà elle était relativement efficace sur circuit on dira, mais aujourd'hui le fait par exemple qu'il y ait ce cadre, ce nouveau cadre, enfin ce vrai faux nouveau cadre, parce qu'en fait c'est pas exactement le cadre du RC8, il reprend l'architecture globale
du RC8, mais évidemment il a été amélioré, il a été rigidifié et franchement c'est un vélo maintenant, c'est incroyable. Et tu as l'impression que voilà que tout ne fait qu'un en fait. Ce que j'avais déjà un peu l'impression avec cette impression là avec la V2, mais là clairement elle est pneu neuf, ce que tu veux, tu prends, tu pars et tu as l'impression de l'avoir toujours conduite. Elle est parfaite pour moi, je la trouve juste parfaite. Dans des conditions déjà d'usage normal, on va dire, même si pour certains l'usage normal c'est la piste. et pour la piste, il s'avère que c'est une arme redoutable. Bon, ce cadre plus rigide, je vais vous le montrer en même temps. En fait, je vous montre des images un petit peu du cadre, etc. pour que vous voyez tout. Ce cadre plus rigide, 3 fois plus rigide, a priori, fait vraiment la différence. Assorti de cette boucle arrière en aluminium, qui est donc désormais beaucoup plus légère également. Avec cette... donc la boucle arrière est en aluminium, et par-dessus cette boucle, il y a effectivement une coque en fibre, en fait en composite, qui est très très légère aussi, qui arrive à supporter jusqu'à 900 kg de charge. C'est absolument énorme. Donc aucun problème de solidité par rapport à ça. En utilisation duo, en utilisation voyage, road trip, absolument aucun problème. Elle encaisse sans souci. Ensuite, dans les changements majeurs qu'on voit de suite, les jantes qui ont complètement changé, qui elles aussi sont plus légères qu'à l'époque. Donc pour tous ceux qui sont axés piste, encore une fois, déjà on le ressent très bien sur la route et c'est très agréable, mais ceux qui sont axés piste apprécieront d'autant plus ce gain de poids sur les trains roulants en fait, et sur la liaison au sol qui est faite, et ça la rend d'autant plus efficace. Ensuite, changement qui paraît mineur mais qui est, je trouve, essentiel à cette moto. J'avais essayé moi cette moto au départ, quand je l'ai acheté la mienne, tout simplement, le V2. On était en monte d'origine en Metzeler, le M7RR, que j'ai absolument pas senti du tout pendant 5000 bornes. Mais vraiment, j'avais l'impression que j'allais perdre l'avant, même sur sec, j'ai détesté ce pneu. Ça me cassait les couilles de remettre 300 boules dans un train de pneus alors que je l'avais pas terminé. Mais il se trouve qu'à 4500 ou 4800, je l'ai changé ce pneu. Il était quasiment comme neuf, un bout de bois. J'ai détesté. Après les avis, il y en a qui ont adoré ce pneu là, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé. Enfin, tout ça pour dire que là, on passe non seulement sur du Bridgestone S22, donc un pneu qui a été conçu pour cette moto, à la conception directement en fait, qui ont été prévus et travaillés pour cette moto. Donc déjà ça donne un aspect qualitatif et un souci en fait du détail à la production qui est non négligeable. Et ensuite on est passé de 190 à l'arrière à 200. Donc c'est un pneu qui est encore plus large. Donc là, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi franchement je trouve que c'est très bien. J'avais pas d'a priori sur le 190. Avec mon Michelin Power RS Plus, j'étais ravi. Il faisait très très bien le boulot. Je pense que là, il fera également très bien le boulot, parce que le peu que je l'ai essayé, franchement, c'est une invitation, c'est une invitation au crime de toute façon partout. Elle est super habile, elle se met sur l'angle toute seule. Franchement, c'est un régal. Ensuite, donc, on a parlé du cadre, on a parlé de la boucle, des jantes, du moteur. Il y a également le poste de pilotage qui a pas mal de changé, qui a vraiment changé en fait. Autant la position globalement est la même, on peut d'ailleurs aussi régler son guidon en avant, en arrière, ça c'est très bien. De même, pardon, je suis en train de réfléchir en même temps, de même que les cale-pieds qu'on peut en fait régler, je vous montrerai ça également en parallèle. On peut les régler en hauteur, etc. pour s'adapter à la physionomie du pilote. Donc ça c'est top, c'est très bien pensé. Et pourtant c'est si simple à faire en fait, mais très peu le proposent. Donc là en l'occurrence c'est le cas, donc c'est top. Et ce guidon, voilà, change un petit peu. Et les commodos, tout est neuf, tout a changé. L'écran qui est absolument énorme avec plein d'infos. Et pour être tout à fait complet, regardez en fait le compteur à l'époque, il était plus petit, mais il était un peu plus en arrière. Il n'était pas après le guidon, mais il était plus en arrière. Ce qui fait qu'avec un quadlock, un truc comme ça, on arrivait à mettre en fait le quadlock ici et à faire basculer le téléphone devant. Là, clairement, c'est impossible et je sais pas avec un quadlock comment on peut se démerder à mettre son téléphone. Donc on va dire, pour ceux qui mettent GPS, quadlock et autres, franchement là l'espace il est vraiment ric-rac. Donc à moins de l'avoir en fait derrière ici, je sais pas trop comment on pourrait faire. Donc s'il y avait une critique effectivement à faire sur ce nouveau poste de pilotage, il serait essentiellement là, puisque l'écran est top. Mais par contre derrière il y a effectivement à faire sur ça, parce que l'écran est génial encore une fois, mais
Mais pour avoir un téléphone ou quoi en plus, c'est compliqué. Moi je trouve que c'est un inconvénient. Après certains ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de trucs comme ça. Moi j'avais vraiment l'habitude de mettre mon téléphone pour avoir un GPS entre autres. Et mon ami Coyote. Mais là ça sera un peu moins pratique. Les Komodo qui ont été entièrement revus également, qui sont toujours rétro-éclairés. Et je pense que KTM sont les seuls. Alors peut-être pas les seuls, je vais pas m'engager, je mettrai pas ma main à couper, mais je crois qu'ils sont les seuls à avoir des Komodo rétro-éclairés. Donc c'est extrêmement pratique pour ceux qui roulent toute l'année, ceux qui roulent la nuit, etc., qui rentrent tard le soir ou tôt le matin. Et ben au moins c'est rétro-éclairé, tu confonds pas tes Komodo, etc. C'est extrêmement pratique. De la même manière, dans l'essai, bon vous voyez, je fais pas le fou, elle est en rodage. Là c'est vraiment pour que je puisse en parler à fond de cette moto, mais je vais pas vous mettre des rupteurs et des wheelings. Enfin les wheelings de toute façon je vous en mettrai pas, c'est sûr, mais bon. Petite chose également très pratique qui ont été pensées, ce sont des boutons, des choses voilà, pratiques en fait tout simplement. Plutôt que d'aller dans les menus, de chercher, etc., de perdre du temps et donc de regarder et son Komodo et son compteur. En fait il y a ce petit bouton maintenant, cette gâchette avec mon index à la main droite. C1, C2, un peu comme des raccourcis d'ordi ou d'appareil photo, de réflexe, des choses comme ça. Et ben maintenant on a effectivement des raccourcis, clavier on va dire, C1. Alors attendez, j'ai mis mon clignot en même temps. Hop, parce que je vais tourner ici, me mettre dans une petite rue. Mais C1, C2. Hop. Et comme ça, quand on est en train de rouler, on peut choisir en fait ses menus directement. En fait, on peut choisir son raccourci. Donc, hop. D'ailleurs. Bon, d'ailleurs, là, il marche pas, mais je sais pas pourquoi, mais c'est parce que je l'ai pas encore paramétré. Mais je suis con. Mais en gros, vous pouvez donc les paramétrer. C'est en même temps, j'allais pas la paramétrer parce que c'est pas la mienne. Mais oui, d'ailleurs, pour répondre à la question de beaucoup, non, ce n'est pas la mienne, c'est celle du magasin concession Buy in Moto, KTM et Zine. Que je remercie grandement pour leur confiance et de me fournir effectivement ce 1290 un peu en avance par rapport à tout le monde. Donc, je disais, ensuite, pour revenir à ce que je disais, les boutons là, les Komodo ici, je vais m'arrêter même. Hop. On peut ici les paramétrer, en fait c'est C1, C2 pour pouvoir en fait y mettre directement des raccourcis. Donc raccourcis valables pour en gros ce qu'on veut. On peut y mettre les commandes de tout simplement les différents modes. Donc pour passer de sport à, je regarde juste si je suis bien, ouais. Pour passer en gros de sport à road ou à street ou à pluie tout simplement, ou au track, parce qu'il n'y a pas encore le pack track ici, mais globalement il y a les packs de la même manière qu'il y avait les packs sur les anciennes. Et C2 par exemple, donc mettre le C1 sur le mode route on va dire, enfin sur le mode sur la map moteur on va dire de la moto, et le C2 sur l'ABS par exemple, pour passer de road à supermoto par exemple, pour ceux qui vont faire du circuit et ainsi de suite. Ça permet de perdre moins de temps à aller dans les menus et ainsi de suite. Sinon tout se passe après dans les menus en direct. Hop. Où on rentre effectivement dans les menus et après ben, on regarde effectivement tout ce qui s'y passe comme on pouvait le faire avant, sauf que le compteur est bien plus joli, plus lumineux. Quand il y a effectivement moins de luminosité, il bascule donc très progressivement et ensuite il bascule en orange, enfin en noir ici sur le compteur menu, mais en orange si je sors du menu, hop voilà, en orange sur le compteur menu. Donc je trouve ça top. Très joli et moins agressif que certains compteurs en termes de luminosité, j'entends. On retrouve évidemment tous les renseignements de base et impératifs, donc le rapport engagé, le contour bien entendu, donc le mode engagé, le mode ABS engagé, l'essence, le kilométrage bien entendu, enfin le kilométrage, la vitesse bien entendu, et l'heure. Et on va faire le tour un petit peu plus de la moto à l'arrêt. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, maintenant quand même avec toutes les photos qui traînent depuis des semaines et des mois, je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a déjà vu. Donc en gros globalement, même face avant, si ce n'est que pour ceux qui ne savent pas, avant il y avait une entrée d'air en fait de chaque côté de l'optique et maintenant elle est centrale. Donc en gros ici l'écartement a été agrandi. Et l'air s'engouffre en fait ici en prise directe et apparemment c'est beaucoup plus efficace. Il y a plus d'air qui rentre et d'une meilleure manière. Ensuite, chose que je n'ai pas abordée, ils ont donc changé, comme je vous le disais, donc le cadre. Le cadre ici qui reprend celui du RC8 mais qui a été remanié. La boucle arrière qui est entièrement revue, les jantes qui ont été entièrement revues, la ligne d'échappement également.
donc qui est faite pour en fait dès que la norme Euro 5 sera vraiment sortie la respecter. Le réservoir perd également 2 litres, c'est une petite info, elle n'était pas spécialement gourmande, c'est franchement un des roasters qui est les plus puissants et qui n'était pas l'un des plus gourmands en fait, du marché, et ils ont donc enlevé 2 litres de contenance pour des, j'imagine, avec les contraintes en fait, liées au nouveau cadre et ainsi de suite. Mais globalement, il faut le savoir, elle a perdu 2 litres. Les freins ont été énormément améliorés et il s'agit maintenant de la meilleure gamme en fait, de disques et d'étriers chez Brembo. Je vous mets le petit lien, la notation en fait, en bas. Et les fourches ont également été améliorées et revues. Donc c'est toujours WP, hein, fournisseur on va dire officiel, puisque ça fait partie en fait de KTM directement. Mais avec la gamme en 48 mm pour la fourche, avec la gamme Apex, donc la meilleure gamme en fait d'amortisseurs et de fourches chez WP tout simplement. Ici à l'arrière d'ailleurs, on retrouve maintenant une molette directement ici, accessible à la main, extrêmement pratique pour régler en fait directement son amortisseur arrière. Extrêmement pratique, pas besoin de clés, pas besoin de tout ça, que vous fassiez du circuit, que vous fassiez du duo, que vous fassiez, enfin voilà, au dernier moment que vous deviez pas ramener quelqu'un et en fait vous devez ramener une personne qui est tombée en panne ou peu importe parce qu'elle roulait par exemple en Ducati. Petite privette, je me suis fait marrer tout seul. Et ben au moins vous pouvez simplement changer voilà, votre molette de réglage amortisseur en direct. C'est ultra pratique. Ensuite, elle est donc de la même manière que les modèles précédents équipée du shifter, pas de série, en option. Donc il faudra rajouter effectivement le pack qui permettra d'avoir ce shifter là. De la même que le pack qui aura effectivement le mode track et différentes choses, l'anti-wheeling et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses, mais de la même ça change pas. Ça a toujours été comme ça sur le 1290, donc ça ne change pas. Ensuite, donc on voit toute la coque ici. J'espère que ça ressortira bien à l'image, avec le petit R en haut qui est sympa. Toute la coque qui est en gros en composite, avec la boucle qui elle est en alu et qui est donc plus légère que le treillis de l'époque. Les inscriptions 1290 Super Duke R ici, donc à la base du réservoir en fait. Les écopes qui ont également changé de forme, qui sont beaucoup plus, enfin qui ont été retaillées en fait, qui sont beaucoup plus retaillées ici à la serpe, ce qui donne vraiment l'identité aussi hein, de cette moto, avec des formes très taillées à la serpe. Donc moi je la trouve absolument magnifique. Le garde-boue qui est un petit peu changé, avec le bleu qui rappelle celui du réservoir. Bleu qui est absolument magnifique. Je vous en supplie, ne jugez pas ce bleu. Quand on le voit sur les photos, sur les vidéos, etc., il ressort d'une certaine façon. Dès lors qu'on le voit en vrai, franchement, le mariage bleu-orange, il match complètement. Mais vraiment. La seule petite réserve que moi j'aimais à ce sujet-là, c'est la tenue dans le temps, puisqu'ici on est sur du plastique, clairement qui est peint, et ici on est sur une peinture mate, donc je ne sais pas dans quelle mesure elle va vieillir quand on va s'en servir, quand on va le nettoyer, le nettoyer, à force de nettoyer, il ne faudra pas le polir et qu'il ne devienne pas satiné, mais globalement moi je trouve ce bleu magnifique. Ensuite, quoi dire de plus? Je pense qu'on a déjà fait vraiment bien le tour. Moteur plus léger, un petit peu plus puissant, toujours autant de couple, plus légère, de 6 kg dans cette configuration là. Donc imaginez quand on enlèvera l'énorme kata, quand bien même c'est un accrapo, il est énorme, donc si on en met un plus petit on gagnera encore du poids. Le support de plaque il peut virer, les cale-pieds passagers ils peuvent virer, les rétros sur ce modèle là d'exposition ont déjà été virés, les origines, pour les power parts qui vont très bien je trouve à la gueule, toujours pareil, ramassée, violente, je la trouve voilà, vraiment très belle comme ça. Les suspensions qui sont réglables dans tous les sens, enfin franchement la moto est incroyablement efficace et sexy je trouve. On va essayer de la redémarrer, on va la démarrer. Voilà, je vais vous le refaire correctement d'ailleurs dans l'axe pour que vous ayez vraiment la cinématique de démarrage. Voilà, sobre, efficace, ça dure pas 1000 ans, ça c'est cool. Et ensuite donc dans les menus, on a tout, donc les menus donc pour les voyages, les modes de conduite, donc sport, street, rain et ainsi de suite.
la moto, donc tous les contrôles en fait qu'on peut avoir sur la moto directement, le shifter, l'ABS et ainsi de suite. Donc on a pas mal de choses. Les options ensuite qu'on peut avoir, donc les boutons personnels, c'est ça, les C1, C2 dont je vous parlais. Si on rentre dedans, voilà, après on peut les paramétrer et choisir effectivement ce qu'on veut. Hop, je vais remonter là. Donc par exemple le mode de conduite. Voilà, on valide le mode de conduite. Tac. On repasse au C2. On vient là, on mettra le mode par exemple d'ABS. Et il faudra, j'imagine, valider en appuyant quelques secondes. Hop, je sais pas. Tac, tac, tac. Et si on sort de tout ça et qu'on appuie donc sur C1, on arrive ici directement en fait. Vous voyez, on chaîne, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les modes et ainsi de suite. On arrive directement dans le mode de conduite et on choisit ensuite ici, on ressort. Donc c'est hyper pratique. Et si on appuie sur le C2, de la même manière, on est ici en road ou super mode. Donc c'est extrêmement pratique, c'est très intuitif, c'est super. Moi je trouve que c'est une avancée, pareil. Toujours la pression des pneus, toujours plein d'infos quand on roule pour avoir l'essence et ainsi de suite. Voilà, donc là on a, si on appuie en fait sur le bouton supérieur ici, on arrive, donc on a toujours notre mode d'ABS et on a ce qui nous reste d'essence, l'autonomie, la température. Donc on est super, voilà. Non, franchement je la trouve très bien. On a toujours bien entendu le régulateur. Tout ce qu'il faut en fait sur ce modèle là, et petite amélioration également qui a été faite, un petit changement qui a été fait, on entend bien la pompe comme d'habitude, typique du 1290, c'est le bras oscillant qui a été en fait retaillé. Donc était-ce dans un souci de poids, d'efficacité, de rigidité, ça j'en sais rien, personne n'en parle vraiment, en tout cas j'ai pas trouvé pour l'instant d'infos à ce sujet, mais par contre il a été entièrement revu et il garde globalement la forme du précédent, mais il a été retaillé ici, il a été ajouré, enfin il a été un petit peu modifié, mais globalement on retrouve le même esprit que le précédent. Voilà. Mais quel plaisir! C'est un vélo, putain. Et ce freinage à un doigt, oh là là, merveilleux. Allez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur toutes les informations, sur toutes les nouveautés du 1290. Vraiment, allez l'essayer. Il est réglable, suspension, guidon, cale-pied. C'est un monstre. Le moteur, il n'y a rien à redire. Une fois qu'il sera libéré, ça sera encore plus dingue. Et franchement c'est un vélo qui est ultra agréable à conduire à la cool et qui sera ultra efficace sur piste également. J'espère que ça vous aura plu la famille, ça fait longtemps que j'attendais celui-là, vous aussi j'imagine. J'espère que vous en avez eu pour les 20 minutes ou 20 et quelques minutes qui seront passées ensemble. A bientôt, à très bientôt. Soyez prudents sur la route les gars. Ciao.